Ce que dit Jean-Pierre Fay, et ce qui est intéressant, on parlait de la malhonnêteté intellectuelle du Rassemblement national, c'est qu'il y a des récits qui circulent dans la société et qui rendent possibles certaines actions, qui rendent imaginables certaines actions. On parle de fenêtre d'Overton, mais ça reste très cheap par rapport à cette analyse-là. Je veux dire, souvent on aime bien citer des Américains, mais on oublie juste la philosophie française. La philosophie française est extrêmement puissante, je le dis sans cocorico, c'est extrêmement fort, et Jean-Pierre Fay mérite vraiment votre lecture assidue. Il évoque par exemple l'expression solution finale, qui parce qu'elle est un récit idéologique, sans aucune action avant, devient concevable. Lorsque le Rassemblement national parle de vivre en France, pour imiter la notion de vivre ensemble, mais qu'en fait c'est pas vivre ensemble, c'est justement pas le vivre ensemble, c'est même l'opposé du vivre ensemble, c'est le vivre en France. Attention les amis, il y a du vivre en France, vous voyez. Donc, et de la même façon, le Rassemblement national et tous ces cadres, ou les identitaires, vont parler de la France kebabisée, vont parler des islamo-gauchistes. Vous voyez cette expression formidable. C'est exactement comme voilà, les islamo-gauchistes. Voilà. On invente cette catégorie, on utilise le voile, l'affaire du voile pour parler de ceux qui disent arrêter d'embêter les femmes musulmanes qui veulent se voiler. Et du coup, on parle d'islamo-gauchiste. Et du coup, on disqualifie. Et ça, c'est la malhonnêteté, parce qu'on n'est plus dans l'argumentation. On est dans l'insulte, on est dans l'invective, on est dans le récit. C'est un récit de parler de la France islamisée, hein, ou de la presse islamisée. Et aujourd'hui, il parle de syndicats islamisés. La théorie du grand remplacement, maintenant ils disent le remplacement, on est remplacé. Quand on dit la France qui est kebabisée, l'Essonne qui était jadis un peu un département français paisible, est devenu un nid de racailles. C'est des mots du Rassemblement national. Hein. C'est devenu un nid, donc on est dans l'animalité, on est dans les jeunes, on est dans la progéniture qui est bien sûr trop nombreuse. Ouais. Un nid, regardez comme c'est extrêmement pensé. Hein. C'est pensé. Ils se réunissent connectivement et ils se mettent d'accord sur un lexique. C'est coordonné ce lexique. Un nid à racailles, un nid de racailles. Vous voyez cette image? Un nid de racailles. L'Essonne, qui était jadis paisible, est devenu un nid de racailles. Autrement dit, une étiquette qui trompe sur la nature de la réalité. Encore une fois, Florent, tu ne vas pas assez loin. C'est pas simplement une tromperie, c'est pas une malhonnêteté qui concerne un étiquetage. C'est une malhonnêteté qui concerne des actions. À partir du moment où tu dis que la France est kebabisée, si tu es identitaire et que tu crois au grand remplacement, tout ça c'est des mots, c'est des récits, hein, eh bien tu vas tuer des Arabes. Et ça, c'est ce qui a lieu. Les suprémacistes qui font des tueries nombreuses utilisent ou se réclament de la théorie du grand remplacement en disant l'Europe doit se défendre, elle est envahie. On parle d'envahisseurs et des individus, même soi-disant de gauche. Renaud Dely va parler de vermine en qualifiant les gilets jaunes, par exemple, de vermine. La vermine, on ne discute pas avec elle. La vermine, on l'extermine. C'est la même phraséologie qu'on avait pour désigner toutes les minorités qu'il fallait exterminer. Dans toute logique génocidaire, que ce soit au Rwanda, on disait la vermine est là en parlant des Tutsis, hein, on disait ce sont des rats, ils pullulent, etc. Que ce soit les Juifs dans les années 30 en Allemagne, ou sous Vichy, hein, l'antisémitisme d'État de Vichy va vouloir contrer l'influence juive. Ça, c'est un récit. Vous voyez, c'est ça un récit, c'est pas une étiquette. Parler d'influence juive et dire qu'il faut la contrer en supprimant, en interdisant aux Juifs français des métiers, hein, si bien qu'il y a un Juif sur deux français qui n'aura pas de moyens de subsistance, hein, quand même, c'est ça Vichy, hein, c'est des lois comme ça. Eh bien, finalement, c'est des actions, c'est pas des étiquettes, c'est des actions. Hein. Le génocide rwandais, les Hutus qui vont être complètement embrouillés, notamment par la radio d'Émile Colline, qui va parler de vermine et qu'il faut dératiser, qu'il faut nettoyer, ou les macronistes anonymes qui, sur les réseaux, ne font que qualifier les gilets jaunes de vermine, d'insectes, etc. Vous avez des photos d'écran qui traînent, c'est spectaculairement du même calibre, vous voyez, jusqu'à Renaud Dely qui efface vite son tweet, mais trop tard. Heureusement qu'il y en a qui font des photos d'écran parfois. Donc ça c'est intéressant. Les récits qui circulent
permettent des choses, permettent d'imaginer des actions possibles. Le récit définit l'acceptabilité de discours qui sont prononcés ou d'actions à venir. Ça devient acceptable. À un moment, on est remplacé, même si les chiffres et l'honnêteté intellectuelle montrent que la France va bien sûr avoir besoin de l'immigration, c'est évident, démographiquement, la France aura vraiment besoin, et que cette idée, eh bien, le récit va être plus fort que la science ou que l'analyse pragmatique. C'est valable pour le réchauffement climatique. Les climato-sceptiques ont des contre-récits qui permettent des choses. Une autre chose, je l'avais mentionné dans le Philo Live numéro 1, le débat sur le débat, c'est à chaque fois, quand il y a quelqu'un du Rassemblement national ou un identitaire qui prend la parole dans un média et qui, bien sûr, pratique la malhonnêteté intellectuelle et le désengage ad hominem de son interlocuteur, quand vous mentez, il faut évidemment que celui qui dit vous mentez, vous le détruisez de façon personnelle et non pas argumentative, sinon votre mensonge va être révélé. Donc vous devez absolument fuir l'argumentation, vous devez invectiver. Invectiver, c'est pas juste parce qu'on est méchant. Invectiver, c'est pas une question de méchanceté, c'est une question de sortir de l'argumentation rationnelle. Voyez. Et donc, il n'arrête pas de promouvoir les identitaires nationaux racistes, la notion d'octogone, qui renvoie au MMA, qui renvoie au sport de combat, dont le ring est un octogone et où tous les coups quasiment sont permis. Voyez. Donc c'est la violence pure et c'est le spectacle de la violence. Et celui qui est soumis à cette manipulation intellectuelle doit jouir et se délecter d'un cassage de gueule intellectuel en règle, intellectuel au sens ça parle, mais évidemment pas du tout intellectuel. Et donc il n'arrête pas de dire c'est l'octogone, vive l'octogone. Quand Raphaël Antoven donne la réplique à la convention des fascistes de droite, Marion Maréchal Le Pen et autres, où Zemmour a fait des grandes tirades anti-arabes et autres, eh bien, il était présenté sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Regardez, nous avons Raphaël Antoven, c'est prestigieux, personnage médiatique, qui va nous donner la réplique. On est ouvert donc à tout. Quelque part, regardez, nous, on est du côté du débat, c'est formidable. Et dièse octogone. Le hashtag octogone avec un gant de boxe a été constamment présent. C'est-à-dire qu'il devait prendre cet animateur de philosophie et en faire une caution pour montrer que ça va fighter. Et le but n'est pas du tout le raisonnement. Il avait beau parler, raisonner, et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Le but est que c'est le spectacle, le show. C'est l'octogone, c'est du combat, etc. Vous voyez. Donc, on est dans une octogonisation du débat. Et là, la malhonnêteté intellectuelle est là, précisément là. Mais c'est très séduisant pour les jeunes, parce qu'il est question de violence. C'est le spectacle de la violence. On est dans Game of Thrones, on est dans un match de boxe, et on est dans une rhétorique héristique. Héris, c'est la discorde. Et évidemment, l'héristique et l'honnêteté intellectuelle ne font pas bon ménage, évidemment. Il suffirait, dit Chris, que tout le monde en France fasse un test ADN pour connaître ses origines loin. Oui, mais là, tu es dans la rationalité, tu comprends, tu n'es pas dans le récit. Ce que je veux vous dire en utilisant Jean-Pierre Faye, c'est qu'il montre que le récit est plus fort que la vérité. Voilà, c'est ça qui est fort. Et que des actions abominables sont toujours indexées sur un récit qui les rend pensables, imaginables et totalement possibles. Vous parlez de grand remplacement, même si scientifiquement ça ne tient pas du tout la route et que ça veut strictement rien dire. Tu as raison, on est tous originaires de toute façon d'Afrique, hein, donc de toute façon on est tous une longue filiation de mélange. Hein. Mais le mot même grand remplacement, c'est comme banalité du mal, c'est-à-dire que c'est un slogan qui empêche à la raison, pour ceux qui n'ont pas le temps de se pencher théoriquement sur le truc, et qui fait partie d'une vaste buzz de malhonnêteté intellectuelle coordonnée. Et ça, c'est très, 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 très important d'insister là-dessus, sachant qu'on est à l'opposé de la France. Moi, je parlais de philosophie française. Il y a très peu de philosophes français, de philosophes, qui vont vanter le nationalisme. Voilà. Tous ceux, que ce soit Georges Valois
qui crée le premier parti fasciste non italien en France, qui met les bases un peu du fascisme, hein, vous voyez, Georges Valois qui va parler de la Révolution nationale, qui va être l'idéologie de Vichy, hein, quand même, hein, Georges Valois. Georges Valois qui flirte à gauche, à droite, enfin vraiment, il ne sait plus du tout où il se situe. Mais on sait très bien la filiation qu'il a eue. Georges Valois, en parlant de Révolution nationale, crée le récit. Et la Révolution nationale, c'est le programme idéologique de Vichy, avec la fusion du législatif et de l'exécutif, avec plus de 16 000 décrets entre 40 et 44, pour une sorte de frénésie législative pour complètement transformer la France. Là même la création du poste de PDG, hein, c'est Vichy, hein, l'idée qu'il faut arriver à une entreprise pyramidale avec une succession de chefs et de petits chefs. On en crève encore aujourd'hui de ça. Vous voyez, le Führerprinzip a été appliqué par Vichy, où on est dans cette verticalité qui va effacer la responsabilité collégiale. On n'est plus plusieurs à décider du destin d'une entreprise, il y a un responsable individuel qui va être le chef et qui va devoir mener sa barque. Et l'entreprise elle-même peine à se débarrasser de cette création sous Vichy du PDG, du président directeur général. Le Rassemblement national utilise l'idée d'antinational. Il y a une presse antinationale. Regardez cette expression. Là, on est dans une malhonnêteté intellectuelle dont le but est un haut rendement manipulatoire et buzz, parce qu'il y a toujours du scandale. Dire qu'on a une presse antinationale, c'est scandaleux. C'est pas simplement faux, c'est une manipulation intellectuelle à fort degré de viralité. Quand vous dites la France kebabisée, c'est un fort degré de viralité. Hein, quand vous dites il y a des nids à racailles, en parlant de villes et de départements français, c'est un fort degré de scandale. Quand vous parlez de grands remplacements, c'est un fort degré de viralité. Donc aujourd'hui, les partis fascisants ou néofascistes, les partis identitaires sont dans le méta-récit. Ils coordonnent leur récit avec un méta-récit qui consiste à saper je dirais, ringardiser sous l'appellation bien-pensance la pensée critique et la pensée nuancée, et arriver à une malhonnêteté scandaleuse, donc virale, et donc qui peut se propager à travers les réseaux. Montaigne a repris vraiment cet idéal de l'humanisme, que le but est de faire progresser l'homme, et que c'est dans la découverte de l'altérité, dans la découverte de l'étranger, qu'il y a un enrichissement personnel possible. Et quand il dit un homme honnête, c'est un homme plein, un homme doué d'humanitas, vous voyez, un homme qui accomplit, on pourrait traduire honnête par accompli. Lisez, Essai, livre 3, chapitre 9 de la vanité. Montaigne dit à chaque fois que je suis en voyage, ce qui m'intéresse, c'est non pas de manger à des tables où on me propose de manger français alors que je suis ailleurs, mais de manger autochtone avec des tables épaisses d'étrangers. J'adore l'expression. Lui, ce qu'il voulait, c'est se rassasier de l'autre, se rassasier de différence pour comprendre qui il est, pour s'enrichir. Cette pensée qui est qualifiée de bien-pensante, c'est une pensée forte, extrêmement, je dirais, humaniste. Et c'est héroïque, cette pensée-là. Et il dit, je rigole quand des Français sont ensemble et veulent manger français alors qu'ils sont en Hongrie, par exemple. Non, découvrez l'altérité, parce qu'évidemment, c'est un enrichissement du phénomène humain, comme dit Théard de Chardin, qui est un phénomène universel. Hein. Et donc, à partir du moment où le but est ce qui suis-je, question de Montaigne, c'est en fait l'homme qui s'interroge sur lui-même, eh bien, il est fondamental d'aller voir toutes les possibilités humaines pour s'enrichir de ce phénomène humain qui est universel. Et non pas ce petit phénomène ratatiné qui est l'individu réactionnaire français chauvin. Vous voyez ? Donc, la France a toujours cet idéal-là. C'est pour ça qu'elle rayonne dans le monde. Elle rayonne dans le monde parce que l'idéal français, c'est un idéal universaliste. Simplement. La malhonnêteté intellectuelle, elle est agissante. C'est ça qu'on a vu aujourd'hui. La malhonnêteté intellectuelle est un rapt du jugement critique d'autrui pour pouvoir l'assujettir à notre volonté. Donc, dans la malhonnêteté intellectuelle, on a la malhonnêteté juste dans l'ordre d'une discussion, quand elle n'est pas méta-récit, quand elle est juste récit, mais elle peut être aussi coordonnée, on l'a vu, pour insuffler une viralité manipulatrice. Et du coup, là, on est dans la stratégie et pas simplement dans le stratagème opportun pour se tirer d'affaire ou juste manœuvrer sa barque. Voilà, mes amis. On a
Viens philosopher ensemble, j'espère que ça vous a plu. Je vous demande une dernière chose, prévenez le maximum de gens qui a cet exercice, vive la philosophie surtout, on est bien d'accord, qui a cet exercice enthousiasmant d'intelligence connective, que c'est en toute honnêteté que je le fais, que je n'ai d'autre but que d'expérimenter la philosophie sur un support cybermoderne et la grande chaleur d'être avec vous et de penser avec vous et de vous rencontrer à travers cette transréalité-là qui nous unit, qui nous sépare, mais qui nous unit aussi au moins en pensée, et je l'espère en toute honnêteté. Merci les amis, parlez de tout ça autour de vous, on se donne rendez-vous dimanche prochain à 20h20, ça sera notre chiffre, 20h20 comme 2020, et on fera 100 minutes de pensée tous ensemble. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et bonne fête, à bientôt.